Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette série d'entretiens initiée par l'Institut français du Maroc, Demain dès aujourd'hui. Et on inaugure ce cycle d'entretiens aujourd'hui avec Madame Fatouma Djerari Ben Abdenbi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la coprésidente de Terre et Humanisme Maroc. Oui. C'est en lien avec Terre et Humanisme fondé par Pierre Rabhi. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, pour faire connaissance avec nos auditeurs et auditrices, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené, parce que je crois que vous venez de l'entrepreneuriat social, notamment dédié aux femmes, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'agroécologie ? Ah, c'est une très belle histoire, effectivement. Vous avez bien fait de me rappeler ça, parce que c'est toujours passionnant d'en parler et de partager ça avec des gens qui veulent bien l'entendre. Moi, je suis initialement cofondatrice de l'association ESPOD, l'association pour la promotion de l'entreprise féminine, qui a été créée en 1991, d'accord ? Et donc, on a travaillé avec les femmes, pour les femmes, toujours dans le sens de promouvoir l'action, l'activité génératrice de revenus chez les femmes. Et puis, au fil des années, bien entendu, je passe le flambeau parce que je ne peux pas rester éternellement président. Et pendant cette transition, j'avais proposé de mettre en place un projet qui s'appelait les chemins de l'alliance entre le féminin d'Orient et le féminin d'Occident. En fait, c'était le féminin, ce n'était plus les femmes dont il fallait parler. Quelle est la différence ? Alors, le féminin, il est en chacun de nous, il est chez les hommes et chez les femmes. Et donc, c'était véritablement une autre parole qu'on voulait mettre en place. Et parler de pauvreté, c'était plus du tout ce qui nous préoccupait, c'était de parler des richesses des gens. Qu'est-ce qui fait que les gens, malgré les difficultés, continuent à être là, continuent à agir, continuent à contribuer. Et donc ça, c'est quelque chose qui, personnellement, m'interpelle beaucoup. Et j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, parce que c'est toujours nourrissant d'aller chercher au fin fond de l'être ce qui le maintient en vie, vivant. Et donc ce projet, qui s'appelait le chemin de l'Alliance, il s'est proposé d'aller, non pas dans les 5 étoiles, parler de pauvreté et ensuite se ruer sur les buffets, mais aller dans les régions, dans le rural, carrément. Et donc nous avions choisi une région qui était proclamée pauvre. Le triangle Essaouira, Agadir, Taroudan. Et donc, nous sommes allés à Taroudan, du côté de Taroudan, dans un village qui s'appelait le village Zaouiati Fergan. Et là, nous avions programmé de faire rencontrer des acteurs de la société civile venus d'un peu partout. Donc, nous étions 160 personnes pour cette rencontre, secteur privé, secteur public, secteur associatif, mais aussi venus d'ailleurs. Il y avait 11 ou 12 nationalités représentées. C'était vraiment une très belle rencontre. Et dans cette rencontre, il y avait 4 ateliers en fait, 4 villages, 4 activités. Alors, première activité, c'était la richesse de la région, c'était l'arganier. Donc l'arganier, au mille et un bienfaits, qui travaille l'arganier, qui s'occupe de l'arganier. Et les femmes sont en première ligne, et donc ça nous a beaucoup interpellés, et nous a fait découvrir des choses sur l'arganier, mais alors, je peux vous en parler jusqu'à demain si vous voulez, mais l'arganier, c'est un arbre mythique qui réveille en vous toute cette passion du vivant, c'est vraiment intéressant. Donc l'arganier, au mille et un bienfaits, c'était l'objet d'une journée dans un village, Iddaougmad. Et le deuxième jour, c'était l'art culinaire, l'art de la métamorphose. Donc véritablement, quelque chose de fabuleux que les femmes savent faire. Vous savez, avec très peu d'ingrédients, elles sont capables de réunir 10-12 personnes autour d'une table et de nourrir 10-12 personnes avec un plat unique. Et ça, je crois que l'économie en a vraiment besoin. Elle a besoin d'avoir de la créativité, de la solidarité et de la métamorphose, de la transformation réellement. Or, les économies aujourd'hui ne transforment plus, elles rendent malades, c'est quand même triste. Et ils ont besoin peut-être aussi de ce savoir-faire intuitif. Exactement, mais ce savoir-faire qui existe, il existe, il est utilisé. Dès qu'il génère de l'argent, il échappe aux femmes et il devient le chef cuisinier, les chefs. Les femmes ne sont pas chefs pour autant. Donc c'était quelque chose dont il fallait parler et nous l'avons fait.
Donc le troisième atelier, c'était un atelier sur le tissage. Vous savez que les femmes tissent beaucoup. Le tissage, les femmes tissent l'espérance. Et c'était pour nous cette transition entre les femmes, la reconnaissance, la valorisation des femmes et le saut vers une qualité de vie meilleure, parce que sans les femmes, la qualité de vie, elle échappe. C'est par elles que ça se passe. La qualité, je ne parle pas de la quantité, mais la qualité, je pense que c'est très important aujourd'hui, surtout par les temps qui courent aujourd'hui. Et donc, c'était ces femmes qui tissent l'espérance, mais en même temps, qui racontent leur histoire. Vous savez qu'un tapis, ce n'est pas simplement un objet économique, c'est un objet social, c'est un objet culturel. Plein de symboles. C'est des symboles, c'est de la psychologie, c'est de l'être. C'est vraiment de l'être, c'est l'état d'être. C'est vraiment fabuleux. Et donc là encore, on a fait parler de choses. C'était toute une journée, donc vous savez, il s'en passe des choses dans une journée avec 160 personnes, avec des femmes concernées. C'est vraiment fabuleux. Et le dernier atelier, c'était l'atelier sur le hammam. Le hammam qui est un temple de la vie du corps, et le corps temple de la vie. Et donc on ne peut pas passer à côté de ces choses que les femmes savent faire. Toutes ces plantes aromatiques, toutes ces huiles essentielles qu'elles utilisent, et qui aujourd'hui sont une économie, et qui devraient revenir aussi aux femmes. Et elles y ont participé, donc c'était un peu l'objet de faire rencontrer tout ça. Et bien entendu, dans cette rencontre, il fallait chercher des intervenants. Et donc ça m'a amené à aller voir en France Terre du Ciel, qui à l'époque faisait des grands événements, des rencontres avec 1000-1200 personnes. Et c'était à Aix-les-Bains, c'est pas mal, c'est bien. Donc, vous avez joint l'utile à l'agréable. Voilà. Et donc je suis allée à Aix-les-Bains, et là, je connaissais Pierre, mais pas personnellement. Et Pierre là, Rabhi. Pierre Rabhi. Et là, je le rencontre. Et il accroche tout de suite, parce que bien sûr, je prends la parole devant 1200 personnes pour dire, voilà, nous organisons cet événement au Maroc à telle période, etc. Et voilà un pont que nous pourrions traverser ensemble, construire ensemble et traverser ensemble pour aller vers cette solidarité internationale dont nous avons besoin tant, et dont nous nourrissons ensemble, Donc Pierre était bien entendu très interpellé, et il m'a dit, je viens. Et ça a été le point de départ de cette belle rencontre avec Pierre. C'était à la fois une rencontre de cœur, mais aussi une rencontre d'esprit, et une rencontre dans l'action. C'est-à-dire vraiment ce triangle qui devrait être pas un triangle des Bermudes, mais qui perd les gens, mais où le cœur fonctionne bien avec l'esprit et avec l'action. Donc ça fait vraiment un triangle. Un triangle où les gens ne se perdent pas, mais se retrouvent peut-être. Voilà, où se retrouvent. Tout à fait, vous avez bien dit la chose. Donc voilà. Alors justement, pour passer maintenant à la présentation de Terre et Humanisme Maroc, mais qu'on comprenne exactement l'action qui est portée, qui est défendue et la philosophie qui sous-tend ce mouvement, d'abord, quelle a été la genèse et l'histoire de la mise en place de Terre et Humanisme au Maroc, après cette rencontre? Ah ben justement, après cette rencontre, donc ça a duré une semaine, il fallait revenir à Casablanca, et le projet n'allait pas rester là. Et donc on s'est donné comme mot de programmer des rencontres avec Pierre. Peut-être que je vais simplement indiquer que lors de cette rencontre, Pierre m'a fait une piqûre comme j'en ai jamais eu de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit une phrase qui avait chamboulé un peu mon ordre établi en moi. En traversant Agadir, la route entre Agadir et Taroudan, puisque j'y suis allée le chercher à l'aéroport, il m'a dit une phrase: Ftouma, votre pays est en voie de désertification. Et là, ça m'a complètement chamboulée. J'ai dit, comment ça se peut? Nous sommes à Agadir. Agadir, c'est le fief de l'agriculture, on fait des agrumes, il y a plein d'eau. Qu'est-ce qu'il raconte? Et donc, mon esprit, ma tête, mon mental, acceptait difficilement de comprendre. Mais mon cœur, lui, avait compris bien avant. Et donc, du coup, il fallait que j'aille plus loin, que j'écoute aussi mon cœur. Et donc, quand on est rentré sur Casablanca, des choses s'étaient mises en place déjà. Il fallait engager des actions dans le sens de la protection de l'environnement, non pas pour protéger la nature, parce qu'elle n'attend pas qu'on la protège, mais pour protéger l'humain, parce que l'humain était en train de faire des grosses bêtises, et qu'il fallait que nous, chacun, mette sa petite pierre à l'édifice, sa petite goutte d'eau, comme le colibri.
Donc voilà. La philosophie du colibri, faire sa part. Mais ça, on y viendra tout à l'heure pour comprendre ce que veut dire cette phrase. Alors, vous parliez de désertification. Juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, en Afrique, il y a plus de 30% des terres arides qui sont en voie de désertification. Et depuis les années 50, c'est plus de 65% des terres agricoles qui sont dégradées et de façon très agressive. Alors, le terre et humanisme, ça se fonde sur la permaculture, sur l'agroécologie, sur une façon de concevoir le rapport à la terre et le travail de la terre. Alors comment est-ce qu'on définit l'agroécologie? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est une science? Comment vous la définiriez? C'est tout ça. C'est tout ça réuni. C'est une philosophie de vie parce que c'est pas que des techniques, mais c'est aussi des techniques. Donc ça, on apprend. Il y a des savoir-faire déjà ancestraux qui sont un peu dans cette dynamique, mais qui parfois ont besoin juste d'une retouche ou d'être remis sur le tapis. Donc effectivement, l'agroécologie est une réponse pour ces problèmes de désertification, de déforestation, de problèmes où on a usé les sols, d'usure des sols. Donc son objectif premier, c'est quoi? C'est de préserver les ressources? Voilà, régénérer les ressources, préserver les ressources et puis mettre l'homme au centre de l'activité, de l'action. Parce qu'on peut prétendre préserver les ressources en écartant les hommes avec beaucoup de technologie, mais il n'y a pas que ça. L'humain doit être conscient, il doit s'approprier tout cela et comprendre pourquoi il le fait. Et ça a été vraiment l'apport que Pierre, je le remercierai jamais assez parce qu'il m'a ramené à des évidences simples. Des évidences. Je pense que l'humanité a besoin de revenir aux évidences. Moi, j'avais compris que, bien sûr, quand on parle d'écologie, d'environnement, tout ça, ça peut aller très loin. Mais c'était très simple pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. J'étais une parcelle de la nature. J'étais moi-même un élément de la nature. J'étais plus divisée de la nature. J'étais plus séparée de la nature. Et ça, c'est Pierre Rabhi qui a éveillé cette conscience en moi, en me piquant avec cette dose, mais je ne vous dis pas. Donc c'est une prise de conscience en fait première qui est que l'homme n'est pas détaché de l'environnement, mais un élément de l'environnement. Un élément de la nature, et ça tout simplement, disons des choses très simples. Je suis un être, j'ai besoin de respirer. Je ne peux pas me passer au bout de quelques minutes sans respirer, je crève. Donc j'ai besoin de l'oxygène, j'ai besoin de respirer. Et ça, qui c'est qui me le donne? Ce n'est pas les grosses entreprises, ce n'est pas les multinationales, c'est la nature. C'est la nature et elle est là pour tout le monde de la même manière. Donc j'ai besoin d'air et donc je dois protéger la qualité de l'air parce qu'elle me nourrit, cet air-là. Cet air-là me nourrit. De même que j'ai besoin d'eau. Je suis moi-même 2 tiers d'eau. Il me disait, je suis de la flotte debout. Je suis 2 tiers d'eau. Si je suis une flaque d'eau debout devant vous. Et c'est parfaitement juste. Nous sommes 2 tiers d'eau et nous avons besoin d'eau. En quelques jours sans boire, eh bien on n'existe plus. Et donc sans eau, on n'existera pas. Et là, le gros déficit et le gros challenge, le gros défi des décennies à venir, c'est la problématique de l'eau. Et bien entendu, la terre, les sols. Aujourd'hui, on remet sur le tapis que le sol est un patrimoine de l'humanité. On ne peut pas traiter les sols comme on les a traités jusqu'à présent. Il y a des techniciens, des spécialistes, des experts qui vous parleront mieux que moi du sol, mais le seul fait de savoir qu'un sol en bonne santé donne des produits et des légumes en bonne santé, et que ces légumes que nous allons consommer vont se retrouver notre énergie, donc nous serons en bonne santé nous-mêmes, l'humain sera en bonne santé. Donc ces trois choses, ces 3 éléments ont tout simplement remis de l'ordre rapidement. Et je pense sincèrement que tout le monde est sensible à ça, qu'il soit petit ou grand. Et nous en avons fait l'expérience. Et donc c'est par là qu'on a commencé, quand on a commencé avec les paysans. C'est-à-dire qu'en revenant sur Casablanca, le temps... Alors, vous avez commencé il y a 15 ans, c'était en 2005. Plus que ça, c'était en 2001. L'événement a eu lieu en 2001. Non, mais la création de Terre et Humanisme au Maroc. Mais la création a eu lieu en 2005. C'est-à-dire que nous avons commencé à travailler de 2001 à 2005, déjà sur le terrain. Et là, c'était vraiment des actions de réseautage, de sensibilisation, de plaidoyer,
Mais alors justement, à l'époque, donc il y a 15 ans, est-ce qu'il y avait déjà un éveil des consciences au Maroc en raison de la pénurie, notamment en matière d'eau? Le Maroc est un des pays qui connaît des stress hydriques importants. Est-ce qu'il y avait déjà une prise de conscience par rapport à ces risques? Est-ce qu'il y avait déjà un éveil des consciences par rapport à ça? Je ne sais pas si je peux répondre justement et honnêtement à cette question, parce que certainement il y a un éveil par-ci et par-là, mais je ne connais pas tous les... Mais là où nous étions, dans la région où nous étions, les gens, déjà, le fait d'être touchés directement par le stress hydrique est une sorte d'éveil des consciences. Il y a peut-être un désespoir, mais derrière le désespoir, il y a un éveil. Parce que dès que vous touchez là cette question et que vous amenez un début de solution, les gens tout de suite adhèrent. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé du côté de Darboisa. Donc on a commencé là, puisque moi je suis sur Casablanca, ESPOD était basé à Casablanca, donc on a commencé dans le cadre de cette association de femmes. Et personnellement, je menais ces actions auxquelles j'étais devenue très, très, très sensible. Et on a commencé à travailler. Donc on a contacté tout de suite les autorités. Et quand on a la chance de tomber sur un gouverneur qui est vraiment acquis à la question et qui a envie d'aider sa région, eh bien, il vous facilite la tâche. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il nous a facilité la tâche. Pierre Rabhi est venu à plusieurs reprises. Et ce qui était bien dans cette aventure, c'est qu'il n'y avait pas que le site de Darboisa. Il y avait d'autres sites qui étaient intéressés par cette dynamique, qui étaient rentrés dans cette dynamique. Il y avait celui de Taroudan, puisque c'est là où ça a commencé. Il y avait un autre site de Karmt Ben Salem du côté de Moulay Idriss. Donc, du coup, avec des personnes ressources très impliquées dans la question, et chacun pouvait mobiliser les gens. Et donc, chaque fois que Pierre venait, il faisait ce périple entre les trois sites, et on lançait des activités. Alors, c'était des activités de compostage. Au départ, c'était faire du compost, sensibiliser les gens pour nourrir le sol, et pas le nourrir n'importe comment, pas avec des produits chimiques, parce que les produits chimiques, avec le stress hydrique, eh bien, ça devient un pH élevé, donc c'est acide, les sols ne sont pas en bon état, et donc ils ont soif, les sols. D'ailleurs, ils en comprennent ça, parce que le sol devient mêle, ça veut dire salé pour eux, le disent. Et quand il est salé, c'est comme l'humain, il a soif. Et quand il n'y a pas de pluie, ben, il a soif. Ça n'empêche pas qu'il ait soif, et quand vous mettez vos plantes, eh ben, il va boire les plantes. Alors, comment ça s'est passé justement? Vous parlez de ces tournées avec Pierre Rabhi, de sensibilisation et d'apprentissage de certains gestes clés pour l'agroécologie. Comment est-ce que vous êtes arrivé à persuader, à convaincre les paysans marocains de vous suivre? D'abord, est-ce qu'il fallait les persuader souvent, c'est-à-dire de changer complètement de méthode, ou est-ce qu'en fait c'était juste les renforcer dans des pratiques qu'ils faisaient déjà et qui allaient déjà en faveur d'une préservation de la nature et des sols? Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est avec le gouverneur qui a dit à Pierre, écoute, je vais mettre à votre disposition un petit bout de terrain dans un souk, le souk Souk Larba, le souk du mercredi, qui se trouve à Darboisa, à l'association, et donc vous allez faire votre expérimentation ici. Les gens vous pourront voir. Et effectivement, c'est ce que nous avions fait. Donc, dans ce cadre-là, nous avons mis en place un jardin potager que nous avons arrosé, dont on s'est occupé avec quelques membres de la région, enfin, quelques paysans, comme démonstratif, d'accord? Mais ça ne suffisait pas. Parce que les paysans, ils n'y croyaient pas encore, comme il y avait les autorités, et donc pour eux, c'était peut-être juste un montage. Et c'est là où moi-même je me suis impliquée. Donc j'ai acheté un terrain à Darboisa, j'ai quitté mon boulot, donc c'était vraiment un truc de fou. Là, c'était la passion qui vous a piqué. Ah oui, là, c'était de dire, écoute, si tu y crois, fonce, tête baissée, ne réfléchis plus, fonce, suis ton cœur. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, des moments de doute incroyables, parce que là où j'étais, c'était des pistes impraticables en hiver. Je me retrouvais bloquée dans la piste avec ma voiture, vraiment larguée en pleine nature. C'était très... je me posais des questions, je me disais, mais je suis folle, qu'est-ce que je fous là? C'est pas mon truc, moi je suis dans la recherche, la sociologie. Bon. Puis il dit, mais non, je suis là, c'est là où je dois être. Et donc du coup,
l'ancrage commençait à se faire. Donc effectivement, le jardin est créé, il n'y a rien, vous pouvez venir voir. Et puis là, on commence à planter. Pierre Rabhi, avec son équipe, nous envoie 2 jeunes, un couple de jeunes, qui sont venus pour démontrer que c'est possible, même dans un sol où il y a des pierres et des choses comme ça, qu'on peut travailler un sol et lui redonner vie. C'est ce qui s'est passé. Et le jardin est devenu une véritable oasis au bout de quelques temps. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Au départ, ils se disaient, mais qui c'est cette folle qui vient de la ville faire de l'agriculture chez nous, alors que nous, on abandonne l'agriculture. Ils attendaient en fait que le foncier se manifeste et qu'il devienne vraiment cette pression du foncier. Ils attendaient que ça prenne de la valeur. Donc il n'y avait presque plus d'activité agricole, sauf peut-être de la menthe. On trouvait de la menthe dans certaines parcelles autour. Et c'est là où on a découvert que la menthe qu'on faisait, que les paysans faisaient, était bourrée de pesticides et que c'était vraiment infect et que c'était du poison et qu'il fallait vraiment arrêter ça. Donc on a fait une émission autour de ça et les gens sont venus de plusieurs contrées et de commencer à venir. Les paysans disaient, vous savez faire de la menthe, mais faites-la bio. Faites-la en agroécologie. Arrêtez de faire de la menthe avec des pesticides. Donc vous les avez convaincus par l'exemple. C'était comme ça. Donc ils ont vu, ils ont compris parce que il y a eu des pénalisations. Ils ont été pénalisés, ceux qui faisaient de la menthe. Plus personne ne voulait acheter leur menthe. Et alors ils se sont dit, bah écoute, il faut bien qu'on vive. Ils ont commencé à venir nous voir. Pourquoi ? Bien parce qu'ils trouvaient que ça poussait bien, qu'il y avait des fruits, des légumes qui poussaient, qui sortaient de terre. Et donc c'est possible. Et donc ils sont venus, ils ont demandé à être formés. Donc on a commencé avec un petit groupe de 4, 5, puis après c'était 10, et après c'était 20. Et donc c'est là où a commencé les paniers bio. On commençait à cette époque-là avec les paysans de la région de Darboisa. Donc ils ont commencé à produire entre eux et à fédérer leurs efforts. Il y a eu des consommateurs qui sont venus qu'on appelait des consomme-acteurs, puisqu'ils étaient des acteurs pas de la consommation, mais conscients dans leur consommation. Donc ils venaient, ils accompagnaient, ils surveillaient, ils aidaient le réseau à se mettre en place, à distribuer. Donc il y a eu une réponse positive des deux côtés, de la part des cultivateurs, des agriculteurs, et puis de la part aussi des consommateurs qui ont été sensibilisés aussi à cet enjeu. Alors vous évoquiez donc ces formations que vous proposez aujourd'hui. Est-ce que c'est la principale activité de Terre et Humanisme Maroc? Et puis l'autre question, c'est est-ce que le public a changé? Parce que vous étiez tourné vers les agriculteurs, les paysans, pour les sensibiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, le public a changé? Bah, écoutez, ça commence. Le changement commence. De toute façon, il y a toujours du changement. Ça, il faut être très sensible à ça et vraiment à l'écoute du changement. Les formations ont commencé avec les paysans et ce n'était pas que des formations, c'était aussi l'implication dans la production. Terre et Humanisme a commencé avec ça. Ensuite, il fallait former des animateurs pour pouvoir former d'autres paysans à travers le Maroc. Donc on a formé 3 promotions d'animateurs depuis 2008, 2009, 2000, avec des partenaires, les partenaires français, mais aussi des partenaires marocains, notamment le Crédit Agricole. Bien sûr, Terre et Humanisme France nous a toujours accompagnés. Et nous les remercions parce que sans eux, sans Pierre Rabhi, je pense que nous n'en serions pas là. Ensuite, il y a eu, bien entendu, des projets. Donc on était plus ou moins, on nous connaissait un peu plus. Donc il y a eu d'autres projets qui sont venus. Pierre Rabhi a demandé, parce que dès le départ, Pierre Rabhi voulait qu'on ait une ferme qui appartienne à l'association. Comme on n'avait pas les moyens, donc moi, ma ferme a servi de tremplin pour ça, pendant des années. Et c'était vraiment pour aider l'association à se mettre sur pied. Mais à partir de 2009, Pierre Rabhi a demandé à ce qu'on puisse trouver un terrain dans une zone désertique, quasi désertique, presque désertique. Et c'est là où nous sommes allés du côté de Skoura, du côté entre Marrakech et Ben Grir. Et nous avons acheté un terrain de 3 hectares avec une maison attenante, complètement éventrée. C'est vraiment des vestiges, un vestige dans le village. Et nous l'avons entièrement retapé avec les techniques de récupération d'eau de pluie, la terre et la pierre, vraiment une technique architecturale locale.
Et les gens ont commencé à s'intéresser à nous parce que c'est pas une aventure qui a commencé tout de suite. C'est pas parce qu'on a acquis un terrain. On a acquis un terrain en 2009, mais on a fait du travail avec les paysans, les voisins, les gens, les habitants de Skouras pendant de 2009 à 2015. Vous voyez, c'était vraiment un travail de longue haleine. On a commencé par le terrain, retaper le terrain, faire de la permaculture, un design, après planter quelques arbres, après c'était vraiment des choses, au fur et à mesure, on a apporté jusqu'au jour où le lieu a existé, où le lieu a été construit. Et ça encore, c'était vraiment une très belle aventure. Et l'inauguration a été faite en mai 2015. Et depuis, ce CIPA, Pierre Rabhi, qui s'appelle le Carrefour des initiatives agroécologiques, qui est vraiment incontournable, qui aujourd'hui reçoit un peu des gens de partout, des stagiaires, des écoliers, des chercheurs, des experts, des paysans. Et donc, c'est vraiment démonstratif, parce que là, nous sommes dans une zone aride, ou semi-aride, où il pleut très peu, mais en même temps, où nous avons réussi à transformer ce lieu aride en oasis. Et ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est parlant, déjà, ça parle aux paysans, ça parle aux gens. Et ensuite, nous avons été sollicités en tant qu'association, et je remercie tous ceux qui travaillent dans l'association, parce qu'ils font un travail formidable, que ce soit le bureau, les présidentes qui passent, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein. Et donc font un travail formidable pour continuer à faire vivre ce lieu. Donc ce lieu a accueilli des projets, notamment un projet à Taktaï qui travaille avec les montagnes du Sirois. Sirois, c'est du côté de Taroudan, à peu près 9000, c'est deux communes rurales qui réunissent à peu près 9000 habitants, ce qui est pas mal, et qui ont des difficultés puisque c'est des montagnes, donc il y a l'érosion, et donc c'est là où les gens ont été vraiment initiés à l'agroécologie, parce que dans ces montagnes-là, l'érosion, la problématique de l'eau, il faut absolument revenir à des pratiques beaucoup plus soft, des pratiques de préservation des ressources, des pratiques de plantation d'espèces endémiques, revenir aux espèces de la région, qu'est-ce qu'il y a. Et donc l'arcanier en fait partie. Et donc les gens sont vraiment sensibles. Et là, nous avons un groupe d'animateurs avec c'est l'association Migration et Développement, l'association Terre Humanisme France. Je pense que l'AFD aussi finance ce projet. Et nous, Terre Humanisme Maroc, on s'occupe de tout le volet formation. Alors, est-ce que aujourd'hui, on est dans la formation, c'est-à-dire pour transmettre et apprendre. Transmettre et former pour former dans l'implication. C'est pas simplement former pour s'enraciner dans. C'était le sens de ma question, parce que vous arrivez à faire adhérer les gens à ces pratiques, mais au-delà de la question de leur survie immédiate, parce que j'imagine que pour beaucoup de gens c'est vraiment une question de survie, de pouvoir encore faire sortir quelque chose du sol, de pouvoir encore trouver de quoi vivre économiquement grâce à son sol. Donc au-delà de l'urgence de la survie, est-ce qu'ils adhèrent aussi à la philosophie? Est-ce qu'ils comprennent l'esprit du lien avec la terre, l'enracinement avec la terre, la dimension un peu spirituelle aussi que recouvre l'agroécologie? On ne va pas trop demander aux gens. L'essentiel, c'est que quand ils commencent à adhérer, eh bien, les choses viennent d'elles-mêmes. Donc, c'est pas. Faut vraiment. Ils sont d'abord touchés dans leur dignité, dans leur survie aussi. Ça, c'est très important. Dignité parce que les revenus baissent et qu'ils ont des enfants, ils ont des familles à entretenir. Et donc, ça, c'est effectivement un appel, une réponse à un désespoir. Donc on ne peut pas parler de spiritualité dans ces cadres-là. Mais après, ça vient parce que les gens comprennent que c'est un don du ciel, que d'avoir un petit bout de terrain, c'est formidable. C'est vraiment... c'est une chance, c'est une grâce. Donc eux-mêmes le disent après. Ils disent, oui, moi je suis nanti, je suis privilégiée parce que j'ai la chance d'être là, d'avoir une terre, surtout aujourd'hui. Avec ce qui se passe, c'est vrai que quand on a un bout de terrain, on est riche. Et de pouvoir en vivre. Et de pouvoir en vivre, c'est vraiment une belle richesse. Et donc c'est quelque chose de très intéressant. Mais ce qui est important, c'est que la diffusion ne s'est pas faite uniquement là, mais une dissémination de tout ça. Et il y a un site qu'il faut absolument visiter, qui est géré par une femme, Sohed Eznoud,
qui est magnifique, qui est du côté de Taounet. Taounet, c'est Rafsaï. Et elle se bat comme on peut se battre pour que les jeunes adhèrent à cette pratique de l'agroécologie, pour préserver la forestation, pour végétaliser et non pas massacrer les arbres. Et donc elle fait un travail extraordinaire de transmission, mais aussi d'accompagnement, et je pense que ça mérite. Et c'est quelqu'un qui a été formé par Terre et Humanisme Maroc. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant pour Terre et Humanisme Maroc, c'est que elle a rejoint un mouvement qui est beaucoup plus structuré et reconnu à l'échelle nationale. C'est la Fédération du bio. Aujourd'hui, elle fait partie de cette fédération, elle travaille avec cette Fédération du bio, qui est reconnue par l'État, qui est subventionnée par l'État, pour pouvoir aider et accompagner les petits paysans à adhérer au bio et devenir eux-mêmes, faisant partie, bien sûr, l'agroécologie est une étape pour produire, et ceux qui veulent passer à l'étape suivante et avoir accès à un marché plus large, c'est la certification. Mais ce qui est important, c'est qu'on rejoint le réseau officiel. Alors, comme vous parlez de réseau, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les choses se structurent davantage au Maroc? Est-ce qu'on est passé d'initiatives individuelles, de volonté individuelle, à une sorte de synergie, de mouvements collectifs qui vont vers le sens de ce respect de la nature et de l'agroécologie? En tous les cas, c'est à ça que nous travaillons, et c'est un espoir, et l'espoir est un devoir. Mais est-ce que vous observez que ça se fait, que c'est en cours? Ça se fait de plus en plus, ça se fait de plus en plus, et je pense que c'est une belle aventure à laquelle beaucoup de gens commencent à adhérer et veulent faire partie du voyage, parce que c'est le voyage de l'espoir, c'est le voyage de l'avenir. Alors, vous évoquiez cette femme il y a un instant, Souad. Ça me permet de revenir à la question des femmes, puisque c'est elles, vous le disiez tout à l'heure, qui vous ont amené à ce souci de l'écologie. Elles sont aujourd'hui plus de 50% au Maroc à vivre de l'agriculture, près de 70% notamment dans l'élevage. Aujourd'hui, quelle est la place des femmes dans cette réflexion, dans cette structuration de l'agroécologie? Elles sont souvent les premières victimes du changement climatique. Selon les chiffres de l'ONU, c'est 80% des femmes 80% des réfugiés climatiques, sont des femmes. Donc, quelle est la place accordée aux femmes, prise par les femmes, dans cette grande aventure écologique? Alors là, c'est vraiment extraordinaire, parce que les femmes, comme vous l'avez dit, elles sont pratiquement 70% des femmes dans l'agriculture, vivent de l'agriculture. Et avec les changements climatiques, il est certain que les choses ne vont pas s'améliorer avec les stress hydriques et tout ce qui s'ensuit. Et même quand il y a des exodes ruraux, les femmes restent, et elles sont prises au piège entre deux générations, et les plus âgées et les plus jeunes. Et elles sont parce que souvent les hommes partent travailler en ville, et c'est elles qui héritent du travail de la terre. C'est elles qui sont les exploitantes par défaut, quoi. Elles sont les chefs de la ferme par défaut, quoi. Elles deviennent chefs par défaut. Et c'est là où nous avons pensé à mettre en place un projet qui s'appelle les femmes semencières et pépiniéristes. Et là, c'est un projet vachement intéressant, parce que la semence, c'est le bout de la chaîne alimentaire. Et la semence aujourd'hui, elle est très importante. On ne peut pas laisser les peuples dépendants de la semence internationale. Il y a 3 ou 4 semenciers à travers le monde qui maîtrisent la semence et qui distribuent la semence. Et distribuer la semence, pas gratuitement bien sûr, mais c'est vraiment tenir en laisse les peuples entiers. Et en plus, les semences qu'on vous vend, ce sont des semences trafiquées, qui ont été manipulées génétiquement, tout ça. Et donc vous n'avez pas toute la connaissance qui est derrière. Donc c'est vraiment. Alors nous recommandons là où nous passons à identifier les semences endémiques de la région. Et justement, cette femme-là, elle a fait un travail extraordinaire, parce que dans sa région, elle a identifié une semence qui est le petit épeautre. Alors le petit épeautre, c'est une céréale qui est très ancienne,
qui autrefois étaient cultivées dans ces régions-là, parce qu'on faisait aussi, elle est très longue, puis comment on appelle ça, l'épi est très court, il est plus court que le reste. Mais la branche, enfin le foin, la tige est plus longue, et les gens, autrefois, avec cette tige, ils faisaient des toitures pour leur habitat, avec les changements d'hématite et puis tous ces outils, enfin tous ces matériaux qu'on utilise aujourd'hui, c'était plus d'actualité. Donc, et en plus, cette céréale, elle est très difficile à décortiquer. D'ailleurs, les femmes l'appellent shkalia. Shkalia, ça veut dire travail pour moi en plus. Une corvée. Ah oui, une corvée pour moi. Donc c'est formidable. Et donc du coup, elle a remis tout ça. Bien entendu, il fallait une décortiqueuse. Et heureusement, ce projet a vu le jour grâce à un partenariat avec la coopération française, je vais le dire, qui nous a aidés à le mettre en place. Et ils ont financé directement le projet à l'ONU Femmes, qui a cru en notre projet. Donc du coup, on s'est retrouvés financés par la coopération française et l'ONU Femmes pour ce projet. Et maintenant, l'épeautre commence à occuper une place dans les céréales. Il est demandé parce qu'il est très faible en gluten. Et puis le gluten qu'il a, c'est un gluten naturel, donc qui n'est pas nocif. Voilà, qui n'est pas nocif pour la santé, avec tous les problèmes que les enfants ont d'aujourd'hui avec le gluten. Et donc du coup, ça a démontré que c'est possible, surtout que c'est une graine qui est tardive, qui résiste quand il n'y a pas les pluies à temps, et puis dès qu'il y a de la pluie, elle démarre, elle pousse. Donc ça commence à interpeller les gens, et surtout ceux qui sont en relation directe avec la terre, de comprendre que le fait de revenir aux semences endémiques vous permet d'avoir quelque chose au bout de la saison. Alors, on a fait un peu le tour de ce que recouvrait ce concept d'agroécologie et du travail que vous faites avec Terre et Humanisme. Maintenant, j'aimerais vous interroger sur la façon dont les ressources qui sont propres au continent africain ou qui sont propres au Maroc peuvent être revalorisées, exhumées, partagées pour aller dans le sens de cette préservation de la nature. Alors, j'imagine que vous avez été dans beaucoup de régions, que vous avez aussi rencontré d'autres acteurs sur le continent. Selon vous, qu'est-ce que ces pays du Sud, qui sont aujourd'hui aussi concernés, et en premier lieu peut-être par le changement climatique, peuvent apporter, peuvent apprendre, peuvent partager de leur savoir-faire ancestraux peut-être? Est-ce qu'il y a des exemples que vous avez en tête et selon vous, comment il faudrait travailler pour que ce partage soit possible? Alors moi, je veux vous dire, je suis toujours impressionnée par ce qui se passe en Afrique. C'est vraiment, ça grouille d'initiatives vivantes, concrètes, des jeunes, des moins jeunes. Et parce que c'est un continent qui vit beaucoup de l'agriculture. Exactement, qui sont justement. Et donc on parle beaucoup de désertification, mais on oublie de parler des terres riches qui existent. Des terres arables et qui sont encore inexploitées. Qui sont encore là et qui peuvent être exploitées, non pas dans le mot exploiter, j'aime pas trop, mais qui peuvent être utilisées pour produire et pour sortir des gens de la pauvreté et pour exploiter intelligemment alors. Voilà, mettre l'Afrique, faire de l'Afrique un grenier, un potager, un verger du monde, pourquoi pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique c'est un pays immense, c'est un continent immense. On parle vous savez, l'Inde, ils s'en sortent l'Inde en agriculture. Ben l'Afrique c'est 6 fois l'Inde, c'est 6 fois l'Inde. Et moins peuplée que l'Inde. Donc on nous parle d'Afrique surpeuplée, mais c'est quoi ça? Comment peut-on parler de surpopulation alors que nous faisons en termes de surface 6 fois l'Inde et nous sommes peut-être à 900 millions à 1 milliard d'habitants? L'Inde est déjà à 1 milliard et quelques, et elle fait moins 1/6 de notre terre. Donc il y a quand même quelque chose à remettre, il y a de l'ordre à remettre là-dedans. Mais comment on explique ce regard porté sur l'Afrique? Est-ce que c'est parce que le continent est en retard sur cette question du travail de la terre? Je ne sais pas si le continent est en retard. Le continent a toujours vécu de la terre et il sait vivre de la terre. Simplement, il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte.
où on veut exploiter les choses, les minerais, les machins, il y a plein de choses qui sont exploitées. Donc du coup, ça brouille un peu la donne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que d'abord préservons l'existant. Faisons en sorte que le bassin du Congo soit préservé et non pas déforesté. Vous savez, c'est une tache verte, c'est un poumon de l'Afrique. Faisons en sorte que les ressources en eau de l'Éthiopie, moi je me rappelle d'une phrase de Pierre Rabhi, et il avait dit, avec l'Éthiopie, si on cultivait bien l'Éthiopie, on pourrait nourrir toute l'Afrique, rien qu'avec l'Éthiopie. Alors, est-ce que ça ne donne pas à réfléchir? Je pense que là, il y a vraiment un travail, et vraiment un chapeau à Pierre Rabhi, parce que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, ils ont fait, dans le cadre de Terre Humanisme France, pas mal d'actions. Les problématiques des semences, il y a maintenant des greniers de semences endémiques, il y a des techniques agricoles qui ont été développées par rapport au désert. Ils arrivent à verdir des espaces désertiques, et ça n'a pas de prix. Je pense qu'il y a tout un réseau. On a même eu accès à ce réseau, puisque certains de leurs animateurs sont venus dans le cadre d'une activité au CIPA, et ils ont vu ce qui se passe, il y a eu un échange d'expertise, mais tout ça mérite d'être renforcé davantage. C'est-à-dire que ces actions associatives sont des traces, des témoignages sur le terrain de choses qui peuvent se faire, mais qui méritent de la visibilité, et cette action rendue visible par l'Institut, je pense qu'elle a toute sa place, cette visibilité, mais en même temps, il ne suffit pas, il n'y a pas que la visibilité, mais c'est comment démultiplier tout ça, comment faire en sorte qu'on puisse faire converger plusieurs projets et plusieurs activités, plusieurs acteurs aussi, sur des actions et vraiment synergie de tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, mais toujours sur cette question des savoir-faire, c'est-à-dire que tout à l'heure vous évoquiez des paysans qui savent intuitivement, par instinct, comment travailler la terre, qui savent peut-être des techniques d'irrigation intelligentes qui permettent de consommer l'eau avec parcimonie et tout en obtenant des bons résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière d'agroécologie, vous pensez que ce réservoir d'idées et de savoir-faire propre au Maroc ou à l'Afrique peut conduire à un transfert de compétences, mais cette fois plutôt du sud vers le nord, en tout cas sur la question de l'agroécologie? Certainement, nous avons énormément à apprendre, effectivement. Nous avons à peut-être capitaliser sur l'existant. Bien sûr, il faut choisir les bonnes techniques, parce que chez les paysans, il y a encore des techniques où ils vont retourner la terre en profondeur. Or, aujourd'hui, il est déconseillé de retourner la terre, il est déconseillé de labourer. Et généralement, le paysan, quand il va labourer, il va aller en profondeur pour retourner. Et quand tu retournes le sol, tu bouscules son organe, sa stratification, c'est tous les éléments vivants qui sont là et qui ont besoin d'un ordre précis. Donc c'est vraiment, là, il commence à le comprendre. Il commence à comprendre. Mais il y a d'autres choses qu'on découvre avec eux, qu'ils savent faire, comment planter des arbres, mettre des raquettes de cactus au pied des racines, parce que ça nourrit l'arbre pendant quelque temps, s'il n'y a pas de pluie, donc c'est l'humidité, tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses que les paysans savent faire, d'autres qu'ils savent moins faire ou qu'ils font parce que on leur a appris comme ça. Et donc, mais ces mélanges, ces échanges-là sont très fructueux et très prometteurs. Alors, la dernière partie de cet entretien, pour en venir aux actions, puisque Terre et Humanisme, c'est fondé par Pierre Rabhi, c'est fondé sur la légende du colibri, ce petit oiseau qui essaye de faire sa part en portant des gouttes d'eau pour éteindre un grand incendie. Très concrètement, et face au pessimisme ambiant, voire au cynisme par rapport à cette question, on se dit, bon, de toute façon, c'est trop tard, c'est pas en prenant ma douche 2 minutes au lieu de 10 que je vais sauver la planète. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et concrètement, individuellement et collectivement, qu'est-ce que vous dites pour engager les gens à agir? Moi, je pars du principe que l'espoir est un devoir. Donc, pour moi, on ne peut pas ne pas espérer, il faut tout le temps espérer, quoi qu'il arrive.
Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est que on ne connaît pas suffisamment ce qui se passe, on parle simplement avec ses peurs, au lieu d'avoir un regard d'amour sur ce qui se passe et sur l'environnement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes et de femmes qui commencent à se tourner vers cette dimension de la nature, vers la nature. Moi, je me rappelle d'une enfant que j'ai rencontrée lors de mes entretiens au sein de la ferme, et qui m'a dit en ces termes, elle avait 8-9 ans, et ça je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, parce que c'était suite à une question, que vous a répondu la nature, parce il fallait saluer, tout ça, et puis ensuite on leur demandait qu'est-ce que la nature a répondu. Chacun répond à sa manière, et elle était vraiment d'une grande discrétion, mais en même temps presque d'une connexion. Je sais pas, elle me dit, j'ai quelque chose de très spécial à vous dire. Je dis oui, vas-y, j'aime ça. Et elle me dit, j'ai senti, c'était la réponse de la nature, j'ai entendu les rayons, j'ai pas senti, j'ai entendu les rayons du soleil sur ma peau. Et je pense que c'est ça, c'est cette lumière dont nous avons besoin pour éclairer ce qui nous entoure. Cette sensibilité peut-être. Cette sensibilité et puis cette lumière. Et dans le travail que fait Terre et Humanisme Maroc, au-delà des formations, est-ce qu'il y a des sensibilisations, est-ce qu'il y a des temps d'action concrètes pour montrer aux gens ce qu'il est possible de faire? Et aussi, c'est la question que je voulais aussi vous poser par rapport à la façon d'engager les gens, c'est une question de représentation aussi finalement. Vous venez de l'entrepreneuriat social, qui est un terme parfois difficile à comprendre pour certaines personnes, parce que pour eux, soit on fait de l'entrepreneuriat, on gagne de l'argent et c'est du business, soit on fait du social et c'est de la charité et c'est autre chose. Or, l'entrepreneuriat social montre qu'on peut faire du bien, se faire aussi du bien, tout en faisant du bien aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire comprendre aussi en matière d'agroécologie, pardon? Les gens n'auraient pas suivi s'ils n'avaient pas compris que changer de pratique et changer cette relation à la terre n'allait pas être rentable pour eux. Ils ont tout de suite senti que c'était intéressant. D'ailleurs, ceux qui sont engagés disaient que je gagne ma vie de mon terrain, c'était des jeunes hein, de Darboisa, je suis médecin de la terre. Donc pour lui, il était médecin de la terre parce qu'il protégeait. C'est une jolie formule. Ah, j'ai adoré. Et puis il disait également, je prends soin de la santé de mes clients. Et j'ai une belle relation avec mes clients. Donc c'était vraiment l'histoire des paniers, c'est une histoire qui est à la fois économique, écologique et humaine. Vraiment, c'est une histoire de vie. Et est-ce qu'elle arrive à sortir des grandes villes? Est-ce qu'elle arrive aujourd'hui à essaimer un peu partout dans des villes à sortir de l'axe des poumons économiques finalement du Maroc? Est-ce que ce sont des choses qui arrivent à essaimer partout? Déjà, Casablanca, c'est énorme. Vous savez, vous avez déjà peut-être les 2/3 de la population, ou un peu moins, mais c'est à peu près ça. Donc c'est déjà intéressant si on arrive à toucher... Casablanca, c'est le cœur. Mais sinon, Rabat, ils ont commencé tout autour. À Soul, il y a plein d'intervenants, des femmes, des hommes magnifiques qui font un travail extraordinaire. À Marrakech, c'est fabuleux ce qui se passe. Il y a à la fois des représentants sur le marché, mais aussi des producteurs de toutes sortes. À Agadir aussi, à Fès. Non, mais ça bouge. À Meknès, il y a plein d'acteurs. Ça commence. Maintenant, fédérer tout ce monde et les regrouper, enfin, et montrer leurs initiatives, je pense que ça, c'est la marche à suivre et puis c'est l'avenir aussi. Alors toujours sur la question des représentations, est-ce que toute cette sensibilisation et cette façon de vivre et d'agir change la façon dont on voit le rural? Le monde entier est en train de vivre un moment très inhabituel avec cette pandémie qui a changé nos habitudes, qui nous a enfermés à la maison. On a vu la façon dont ça a été vécu un peu partout. Est-ce que vous pensez qu'un moment comme celui-ci
où à la fois ressurgit la peur et puis la peur du manque, mais est-ce qu'il peut aussi contribuer à nourrir l'envie de vivre autrement chez les gens? Est-ce que ce moment que nous vivons, vous pensez qu'il est porteur d'un changement et d'une autre façon de se représenter le lien à la nature, le lien à la campagne, le lien au rural, et peut-être même au travail de la terre? Oui. Écoutez, moi j'ai vu beaucoup de jeunes quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent trouver des terrains dans le rural, qui commencent à chercher pour créer des éco-villages, des éco-douars. Ce sont vraiment des idées un peu vraiment extraordinaires, quoi. Autrefois, ce seraient des idées folles, mais aujourd'hui, elles ont tout leur sens, et le bon sens. Donc il y a du bon sens dans ce qui se passe. Je le vois, je l'entends aussi. Bon, maintenant, est-ce que le rural va changer? Je pense que ce qui va changer, c'est les gens du rural qui doivent changer le rural, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie dans le rural, améliorer les infrastructures, devenir plus attractif. Plus attractif, et puis faire en sorte... Et ce mélange des populations urbaines qui deviennent rurales, je pense que ça peut avoir un impact positif pour la reconstruction et même la représentation, même au niveau politique, ça peut avoir un impact intéressant. Donc ça peut transformer aussi et faire en sorte que les jeunes se retrouvent entre eux et qu'ils parlent un autre langage et qu'ils construisent, qu'ils co-construisent le rural. C'est-à-dire que la rencontre entre l'urbain et le rural peut permettre de changer les représentations de part et d'autre. Absolument. Et cette chose-là, elle est aussi valable dans l'autre sens. C'est-à-dire que, vous savez que jusqu'à présent, nous avons vécu un exode rural vers les villes. Et nous avons donc beaucoup de gens du rural. Il y a des quartiers où on voit encore circuler des poules, peut-être une vache, quelques moutons, et tout ça. Donc ça veut dire que l'activité rurale est encore présente et le savoir-faire rural est encore présent. Et je pense que si les décideurs y voyaient non pas une ruralisation de la ville, mais une rurbanisation de la ville, c'est-à-dire où il y a du rural avec l'urbain et où on peut combiner tout ça et en faire des activités, utiliser ça positivement, récupérer à travers le projet de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine, c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut plus parler des villes sans l'intégrer dans les schémas directeurs de toutes les villes. L'agriculture urbaine, on entend beaucoup parler dans les pays du Nord, avec les toits qui deviennent des jardins potagers, avec aussi des jardins potagers que se partagent les habitants, par exemple, d'un quartier. Est-ce qu'au Maroc, l'agriculture urbaine se développe aussi? Alors, il y a eu un très beau projet qui a été mené par... où Terre et Humanisme était un partenaire avec les Allemands et l'association Arad, marocaine, qui a duré 6 ans. Et c'est un projet extraordinaire, qui a duré depuis 2011, je crois, jusqu'à 2016 ou quelque chose comme ça, ou 2017. Et c'est un projet qui a donné lieu à un livre sur 600 pages, sur une prospective du Grand Casablanca, une restructuration de Casablanca avec l'agriculture urbaine intégrée. Et le fait qu'on ait adhéré à cette idée, c'est pas simplement parce que ça fait joli, ça fait des taches de verdure, mais parce que Casablanca, d'abord, prenons que Casablanca, sur le plan de les espaces verts, vous savez que les Nations Unies décrètent que pour qu'une ville soit viable, il faut qu'il y ait 12 mètres carrés à peu près d'espace vert par habitant. Vous savez qu'à Casablanca, on est à 0,5 mètres carrés. C'est déjà... On a beaucoup de rattrapage à faire. Non, mais c'est énorme. Ça veut dire que ça peut expliquer pourquoi nos enfants ont de l'asthme, pourquoi nous avons des problèmes de poumons, des maladies liées aux problèmes respiratoires, surtout maintenant avec le problème du virus. Donc ça doit rattraper, et plus vite que d'ordinaire, quoi. Donc l'agriculture urbaine n'est pas de trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut travailler, intégrer l'agriculture urbaine, tous les espaces verts qui existent peuvent devenir des espaces productifs, des forêts fruitières. Donc du coup, on peut joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire que si bien sûr,
tout est dans l'organisation. Si c'est des espaces productifs au sein des écoles, mais ça veut dire qu'on peut utiliser les légumes à un moment donné, on les vendre qu'aux enfants, aux parents. Donc ça fait du budget pour l'école, pour entretenir le jardin. Donc l'État n'a même pas à mettre la main à la poche. C'est-à-dire que c'est une question d'organisation. Et en plus, ça fait de l'espace vert, ça fait de la verdure, et ça fait de l'éducation citoyenne, éco-citoyenne des élèves. Donc du coup, on gagne sur tous les tableaux. L'agriculture urbaine, c'est l'aubaine. C'est vraiment quelque chose. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les villes, comme elles ont été organisées, ce sont des villes dépendantes de l'extérieur pour se nourrir. Or, la sécurité alimentaire devient une préoccupation fondamentale, importante, partout pareil. Donc du coup, on ne peut plus continuer à raisonner et à produire des villes qui sont coupées de leur activité première, qui est de nourrir la population. Donc il faut penser à réintégrer cette activité agricole et puis à réconcilier les gens avec la ruralité, avec l'agriculture, avec la paysannerie. Et les paysans, c'est vraiment la catégorie la plus dévalorisée dans toute la pyramide hiérarchique. Alors que c'est celle dont nous sommes dépendants. Mais absolument, c'est elle qui nous nourrit. Donc on ne peut pas continuer à tenir des discours et des fonds et organiser d'une manière complètement obsolète. D'ailleurs, on voit bien, aujourd'hui, on est à côté de la plaque parce que nous avons pas réfléchi vraiment au bien fondé de chaque chose. Donc finalement, avec ce double mouvement, à la fois les urbains qui vont rejoindre le rural avec des projets de développement durable et l'agriculture qui s'invite dans nos espaces urbains, vous avez bon espoir que la cloison entre les deux devienne poreuse, voire disparaisse. Je pense que c'est l'avenir. On n'a pas de raison d'être, cette cloison, parce qu'on est tous pareils. Et nous, chacun, il y a un proverbe arabe qui dit « Kul wahid inda ala shi douz ». Nous sommes tous là et nous avons quelque chose à apporter. Une dernière question pour conclure cet entretien. Que vous inspire cette formule qui nous réunit des entretiens demain dès aujourd'hui? Ah oui, c'est une formule magique, mais en même temps qui nous invite à nous intéresser davantage aux enfants, parce que les enfants c'est demain, c'est eux demain. Mais aujourd'hui nous sommes, les décideurs sont aujourd'hui, mais ils sont aujourd'hui pour faire le pont pour demain. Et donc le travail doit se faire maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est tout de suite. Donc il faut être responsable. Voilà, Machir est responsable. Vous savez, plus de pouvoir, plus de devoir. Donc ceux qui ont la responsabilité, ils ont une lourde charge pour demain. Merci beaucoup, Madame Ftouma Djerari Ben Adnbi. Je vous rappelle que vous êtes la coprésidente du mouvement Terre et Humanisme Maroc. Je ne suis plus coprésidente, je suis cofondatrice. Cofondatrice, la présidente autant pour est moi. Madame Jbeli Raja et je l'en remercie parce qu'elle fait un travail magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet entretien. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous avec l'Institut français très prochainement pour un nouvel entretien. À bientôt.